messieurs, bon réveil et bienvenue dans ce 6h30. Les assises de la 21e journée africaine de la prévention des risques professionnels et la 15e journée mondiale de la santé et sécurité au travail ont débuté hier mercredi pour prendre fin le 30 avril prochain. Initiée par l'Interafricaine de la prévention des risques professionnels et la Caisse nationale de prévoyance sociale CNPS. On en sait plus avec Honorine Anigori. Les statistiques de 2014 de l'Organisation internationale du travail indiquent que le secteur privé ivoirien a enregistré plus de 7000 cas d'accidents de travail, dont 3 cas mortels et 15 maladies professionnelles. Parmi les accidentés de travail qui ont pu bénéficier des allocations de la Caisse nationale de prévoyance sociale, nous avons 2 témoignages. Il s'agit de Issa Samadougou et de Brou Kwadjo. Depuis l'accident, je ne travaille plus. Bon, en ce qui concerne la prise en charge, en tout cas, la CNPS s'occupe bien de moi. Mais il y a des petits soucis, mais quand même, ça va. C'est le manque de prévention qui m'a rendu aujourd'hui déficient corporel, qui m'a rendu aujourd'hui accidenté du travail. Donc, je dirais que mon expérience est plutôt douloureuse parce que j'ai vécu des moments très difficiles, mais comme moralement, j'ai pu me remettre. Les choses sont allées bien. Au niveau de la réparation haute, nous n'avons pas de problème avec la CNPS. Pour réduire ces cas d'accident au travail et les maladies professionnelles, 2 assises se tiennent ici à Abidjan. Il s'agit de la 21e journée africaine de la prévention des risques professionnels et de la 15e journée mondiale de la santé et sécurité au travail. La prise en charge commence dès le jour même de l'accident, avec l'employeur qui a obligation de faire soigner les travailleurs victimes d'accidents du travail, par exemple, immédiatement. Et puis ensuite, lorsque le travailleur est déclaré à la Caisse nationale de prévoyance sociale, la Caisse nationale de prévoyance sociale va prendre des mesures pour pouvoir donc prendre en charge, continuer les soins du travailleur et compenser les pertes de salaire que le travailleur peut avoir. Mais au-delà de tout, ce qui importe en milieu de travail, c'est de prévenir le risque. Ces journées offrent l'occasion de mettre en évidence, tant au niveau national, sous-régional qu'international, les questions de sécurité et de santé au travail. Selon une étude diligentée de 2008 à 2012 par l'enquête démographique et santé, 614 décès maternels sont enregistrés pour 100 000 naissances en Côte d'Ivoire. Face à ce constat, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a organisé le lancement officiel des stratégies innovantes dont l'une est le système de mentorat. Raymonde Goudou-Kofi, la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, mise sur ce système pour la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Les détails avec David Soyo et Konate Moussa. Ces images ont fait le tour des réseaux sociaux. Le mécontentement des populations dans la commune de Makouri suite à la mort d'une femme enceinte dans une maternité. Ce décès aurait été dû à la négligence d'une sage-femme. Plus d'1 an après, ce triste événement est encore présent dans les esprits. Le comportement des sages-femmes, toujours décrié par les populations. Elles ne sont pas vraiment du tout gentilles avec les femmes qui viennent accoucher. On le voit souvent dans leurs paroles, dans leurs actions. Et ça crée encore beaucoup plus de mal aux femmes qui viennent enfanter, qui viennent accoucher. Quand on va dans les hôpitaux et autres, elles sont tout le temps agressives. Voilà, donc la courtoisie, un peu, ça peut aider. Voilà. Quand une femme s'en va accoucher, souvent comme ça, là, elle souffre. Elle souffre. Et puis ils sont en train de regarder la télé et ils causent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de considération. Vis-à-vis du comportement des sages-femmes dans les maternités, je trouve que ça s'est amélioré. Voilà, parce que maintenant les femmes accouchent bien. Je suis arrivée la nuit, mais en tout cas elles étaient gentilles à moi. Elles sont restées à moi jusqu'à quand j'ai accouché. Elles m'ont bien traitée là-bas. Conscients des reproches faits par les populations, les responsables de la santé décident d'agir. Dans les maternités, de nouveaux modes de fonctionnement sont adoptés pour améliorer la qualité du service. À l'hôpital général de Makouri, le médecin-chef dévoile sa méthode de travail. Nous avons remis à l'entrée de l'hôpital les soins aux nouveau-nés, vers le fond des consultations prénatales et après les consultations prénatales que nous suivons selon le programme de la santé de la mère, les 4 consultations prénatales obligatoires, puis l'analyse
et la conduite des femmes vers la salle d'accouchement. Le contact se passe bien. En majorité, les consignes sont respectées par nos patientes, puisque nous faisons la communication pour le changement de comportement. Donc, elles suivent les conseils et elles respectent nos consignes. Selon la dernière étude diligentée par l'enquête démographique et de santé EDS, de 2008 à 2012, l'on enregistre 614 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes, 38 décès de nouveau-nés et 108 décès infantiles pour 1000 naissances vivantes. Ces chiffres inquiètent. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique engage de nouvelles stratégies. Un nouveau système voit le jour, le mentorat. Ce système de mentorat fait appel à des sages-femmes qualifiées qui sont à la retraite, qui sont encore vaillantes, qu'on peut utiliser pour appuyer sur le terrain nos sages-femmes qui sont en fonction. Le taux de mortalité maternelle infantile ne fléchit pas aussi vite que nous l'avons souhaité par rapport à tout ce que nous avons pu mettre à disposition de ces maternités et de ces centres de santé. Donc nous avons retouché les curricula au niveau de l'INFAS. Nous avons donc décidé que désormais les diplômes ne seraient remis qu'après une période de stage, ce qui ne se faisait plus. Voilà, et que ces stages-là seraient validés aussi bien par l'autorité que par le chef de service où se trouveront donc ces étudiantes. Les mentors désormais mis à contribution. Ces anciennes sages-femmes entendent partager leurs expériences avec leurs cadettes. Il faut atteindre l'idéal. Et s'il y a un souci, je pense que les anciens sont les mieux placés pour aider les plus jeunes. Et nous avons fort apprécié cette initiative. La santé de la mère et de l'enfant, une préoccupation également pour plusieurs organisations, dont l'UNICEF, l'UNFPA et l'OMS. Elles promettent leur soutien technique et financier. Aussi de faire du système mentorat un exemple d'école afin de réduire le taux de mortalité maternelle, néonatale et infantile. C'était un reportage signé Davis Oyo, commenté pour vous par Konaté Moussa. Parlons à présent liberté de la presse. La Côte d'Ivoire gagne 5 places selon Reporters sans frontières. Les précisions de Herman Guivet maintenant. Une carte du monde, et pas n'importe laquelle. Elle représente le classement mondial de la liberté de la presse 2017, tel qu'établi par Reporters sans frontières. Le rouge pour les pays en situation difficile, le noir pour ceux en situation extrêmement difficile, l'orange et le blanc pour les pays qui connaissent une situation plutôt bonne. De façon générale, le rapport est alarmant. Pour Reporters sans frontières, la liberté de la presse n'a jamais été aussi menacée. Conclusion, il ne fait pas bon d'être journaliste dans certains pays du continent. La Côte d'Ivoire se situe dans le voyant orange. Nul besoin de s'alarmer. Le pays a même gagné 5 points selon le dernier classement mondial. 81e place pour 2017 contre 86e place en 2016. Quand on compare la Côte d'Ivoire à certains pays, par exemple la Côte d'Ivoire est classée mieux placée par rapport à certains pays émergents comme le Brésil. La Côte d'Ivoire est classée avant le Brésil qui doit être autour de la 141e place si mes souvenirs sont bons et de plusieurs grands pays émergents. Les conditions, c'est surtout tout l'environnement qui entoure l'exercice de la profession qui permet à toute personne qui remplit les critères d'ouvrir un journal quand il veut et comme il veut, mais en restant toujours encadré dans les dispositifs législatifs. Toujours selon ce rapport, certains pays sont restés fidèles à leur addiction prononcée pour le bâillonnement de la liberté de la presse en Afrique. Des pays comme le Cameroun, l'Angola, le Mali, la République démocratique du Congo, le Tchad et le Burundi, pour ne citer que ceux-là, sont fichés rouges. La Chine, l'Iran, l'Arabie Saoudite, la Turquie, le Soudan, l'Égypte, zone obscure. Au Cameroun, une affaire fait grand bruit en ce moment. Ahmed Haba, correspondant en langue locale pour une chaîne étrangère, condamné à 10 ans de prison, reconnu coupable de non-dénonciation d'actes terroristes et de blanchiment du produit d'un acte terroriste. Le pays est 126e sur 180 au classement 2016. Pour 2017, il perd 4 points et occupe le 130e rang sur les 180 pays figurant au classement mondial de la liberté de la presse. De façon générale, la presse dans son ensemble est de plus en plus soumise au contrepoids politique. Le FMI et la Banque mondiale entendent appuyer la Côte d'Ivoire dans son projet d'électrification d'1 million de ménages. Adama Koné, précision. Siège de la Banque mondiale à Washington aux États-Unis.
Signature de convention entre le vice-président de l'institution et le ministre de l'économie et des finances. Le premier ministre Amadou Gon Coulibaly s'assure de la conformité des termes. Tout est parfait, alors chaude poignée de main. L'intention du conseil d'administration de la Banque mondiale d'appuyer le projet d'électrification de la Côte d'Ivoire se transforme ainsi en engagement concret. Je viens de signer tout de suite avec les autorités ivoiriennes des projets qui sont liés à l'énergie. Ce sont des projets qui aideront justement à étendre l'accès à l'énergie, à améliorer le fonctionnement de la société de distribution. Et cela est un élément essentiel pour la croissance et surtout pour la diversification de l'économie ivoirienne. Le pays peut se lancer donc dans la mobilisation des 325 millions de dollars, soit plus de 195 milliards de francs CFA. L'argent doit servir à renforcer le dispositif énergétique de la Côte d'Ivoire, assurer une bonne distribution du courant et faciliter l'accès aux couches sociales modestes à l'électricité. Sur ce dernier point, il s'agit de faire en sorte que les populations disposant d'infrastructures électriques puissent effectivement accéder aux services d'électricité. Le prêt de la Banque mondiale permettra à ces ménages de se raccorder au réseau à 1 000 francs CFA contre 100 000 francs CFA auparavant. Sur les 5 prochaines années donc, ce sont 1 million de foyers à faible revenu qui sortiront de l'obscurité. L'actualité internationale, en bref, hier, mercredi 26 avril, la justice zambienne a refusé l'abandon des poursuites contre Hakainde Hichilema, le leader de l'opposition, accusé de trahison. 2 semaines auparavant, il avait perturbé le passage du convoi présidentiel. En RDC, les réactions d'indignation se multiplient après la diffusion par les autorités de Kinshasa d'une vidéo montrant l'exécution de 2 experts de l'ONU par des miliciens présumés au Kasaï. Après les Nations Unies, la France déplore la publicité faite par les autorités congolaises à une vidéo montrant leur assassinat, alors même que les enquêtes sont toujours en cours. À Kinshasa aussi, la diffusion de cette vidéo fait polémique et des doutes sur la véracité de la version présentée par le gouvernement émergent. Au Sénégal, Hissène Habré doit être définitivement fixé ce jeudi 27 avril. Après quelques 20 années de procédure, le verdict de son procès en appel doit être rendu par les chambres africaines extraordinaires. Avec plusieurs possibilités pour l'ex-chef de l'État du Tchad, condamné en première instance à la prison à perpétuité pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité, actes de torture et viol, la confirmation de sa peine, un allègement de sa condamnation ou un acquittement comme demandé par les avocats commis d'office qui le défendent. Aucun recours ne sera possible. Au Tchad, justement, le pays d'Hissène Habré, les représentants de la communauté internationale s'inquiètent des violations des droits de l'homme et des libertés. Dans une déclaration diffusée mardi 25 avril, les ambassadeurs de l'Union européenne, de la France, de l'Allemagne, de la Suisse et des États-Unis se disent préoccupés par la détention de plusieurs militants de la société civile, par l'absence d'informations sur les charges retenues contre eux, ainsi que les conditions de leur détention. Et puis, pour terminer, aux États-Unis, la Maison-Blanche a présenté mercredi une vaste réforme fiscale décrite comme l'une des plus importantes dans l'histoire des États-Unis pour les ménages et les entreprises, abaissant notamment le taux d'imposition de 35% à 15% pour ces dernières. La Maison-Blanche a besoin certainement de montrer que les promesses de campagne sont tenues. Fin de ce journal, bonne suite de programmes sur RTI.